Et halte à la présidence à vie en Afrique, c'est le manifeste signé par 3 écrivains du continent, le Guinéen Tierno Monenambo, le Camerounais Eugène Ebodé, et puis l'Ivoirienne Véronique Tadjo, qui est d'ailleurs avec nous en direct pour en parler. Un texte inquiet qui cite les situations en Côte d'Ivoire, en Guinée ou encore au Tchad ou au Cameroun. La démocratie est-elle en perte de vitesse sur le continent? Faut-il s'inquiéter? On en parle donc avec vous, Véronique Tadjo, mais aussi avec l'analyste politique Gilles Yaby, avec le rédacteur en chef Central Afrique de TV5 Monde, Ousmane Diaye. Première question à vous, Véronique Tadjo, qui êtes donc une des autrices de ce texte. Pourquoi l'avoir écrit? Est-ce que c'est une alerte pour vous? Oui, tout à fait. C'est une alerte et qui vient d'une très très grande inquiétude parce que on sent les tensions sociales monter et on ne sait pas où on va. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons déjà connu un grand traumatisme avec la guerre civile qui, après la crise électorale, post-électorale de 2010-2011. Donc nous sommes vraiment très, très inquiets. Et donc ça vient de cette inquiétude et on veut que l'opinion publique s'empare de ce problème et que l'on trouve une solution à cette crise, cette nouvelle crise. Alors pour être très clair, Véronique Tadjo, vous faites référence donc à cette candidature d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, une candidature pour un 3e mandat après la mort de son dauphin, voilà, il y a quelques semaines, dauphin qui s'y préparait. Ousmane Diaye, y a-t-il risque pour la démocratie en Côte d'Ivoire avec cette candidature et plus largement sur le continent africain? Selon le texte, en tout cas, cette candidature est un très mauvais signal pour la démocratie en Afrique. Vous êtes d'accord? Oui, il y a un risque évident pour la démocratie entre guillemets ivoirienne, parce que Pourquoi entre guillemets? Je vous interromps aussitôt. Entre guillemets, parce qu'il faut voir que ce pays sort d'une guerre civile et que l'élection, la première élection qui a abouti à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, on s'en souvient, c'est un processus électoral qui s'est fini en guerre. Et c'est au terme de l'intervention militaire française que le conflit s'est entre guillemets soldé. Et ce conflit post-électoral, il n'a jamais été soldé au fond. Parce que les procès sont en cours, les vainqueurs désignés sont toujours contestés. Et on est entré dans une sorte de tunnel qu'on voit dans beaucoup de pays africains où les élections ne sont pas reconnues et les opposants s'autoproclament président. On a le cas du Gabon, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que ce texte intervient à un moment important. C'est-à-dire, il y a eu un double mouvement. Il y a eu un mouvement très important en 2012-2013 avec 2 événements qui, à mon avis, sont très importants. Le président Abdoulaye Wade au Sénégal a tenté le 3e mandat. Il y a eu les mouvements citoyens qui se sont mobilisés et il a fini par partir. Il y a eu le cas du Burkina, Blaise Compaoré, même chose, où le mouvement citoyen démocratique l'a renversé. Donc on était parti sur un espoir. Et tout d'un coup, cet espoir est quasi balayé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale notamment. On va en reparler évidemment, Ousmane Diaye, mais je voudrais me tourner aussi vers Gilles Yaby. Gilles Yaby, vous êtes donc analyste politique, économiste également. Quelle est votre analyse sur ce texte? Est-ce que vous partagez son constat? Halte à la présidence à vie en Afrique, est-ce que c'est un manifeste qu'il faut signer aujourd'hui? Parce que, je le rappelle, c'est aussi une pétition qui est en ligne et qu'on peut signer. Oui, bonsoir. Je pense que je réponds tout de suite. Oui, c'est une analyse que je partage. Et d'ailleurs, j'ai signé la pétition hier. Je salue Véronique Tadjo et je pense que c'est une initiative qui est salutaire. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faut aller au-delà de la question des 3e mandats et des présidences à vie pour aborder la question qui, à mon avis, est plus centrale, plus importante, qui est celle de la culture politique dominante dans beaucoup de pays de la région, qui est une culture politique qui n'est pas démocratique. Et je crois que tant qu'on ne changera pas les pratiques politiques et la conception du pouvoir, on ne trouvera pas vraiment de solution pérenne au problème, disons, des 3e mandats. Alors, on va en reparler, hein, Gilles Yaby, mais avant d'aller plus loin, on va continuer de dresser la liste de ces inquiétudes dressées dans ce texte avec Guillaume Villadier. Regardez. Alassane Ouattara, candidat à un 3e mandat de président de la Côte d'Ivoire. Pour les auteurs de cette tribune alarmiste, il ne pouvait y avoir plus mauvais signal pour la démocratie en Afrique. Vous imaginez les conséquences psychologiques que ça va faire? Beaucoup
président qui avait promis de partir risque de revenir sur leur décision. Et les autres qui n'ont encore rien dit seront tentés de l'imiter. Comme Alpha Condé, pendant des décennies, le Guinéen s'est opposé au règne sans partage de Lansana Conté. Aujourd'hui au pouvoir et candidat à sa succession par la grâce d'un amendement à la Constitution, serait-il tenté à son tour par la présidence à vie? Pour les 3 signataires de ce manifeste, le pouvoir illimité est un virus très contagieux dont il faut se prémunir définitivement. Non à la monopolisation du pouvoir, scande-t-il. À l'image de Paul Biya, à la tête du Cameroun depuis 1982, de Teodoro Obiang, président de la Guinée équatoriale depuis 41 ans, ou encore d'Idriss Déby, le président tchadien qui, il y a 3 ans sur TV5 Monde, expliquait que s'il était au pouvoir depuis 30 ans, ce n'était pas de gaieté de cœur. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter comme j'avais promis en son temps au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons, il y a 10 ans, au suivant. La guerre a éclaté, le mercenaire avait attaqué, il a ici la ville, le pays était en guerre. La France a intervenu, j'ai dit bien, je n'ai pas demandé, j'ai dit je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire. Qui sera le prochain à s'accrocher au pouvoir, se demandent les auteurs de la tribune. Macky Sall, le président sénégalais, a pourtant promis de respecter ses engagements. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Si je suis réélu, je fais mon second mandat de 5 ans. Il n'y a que 7 plus 5. Il faudra partir. Quant à Mahamadou Issoufou, le président nigérien cité lui aussi dans cette tribune, il a assuré qu'il ne modifierait pas la Constitution pour briguer un 3e mandat. Le temps des hommes qui cherchent à s'incruster à vie au pouvoir tire à sa fin, ajoutait-il en mars dernier, dans une allusion à peine voilée à certains de ses homologues. Voilà, et petit rectificatif, il ne s'agissait pas d'un amendement à la Constitution en Guinée, mais bien d'une nouvelle Constitution. Le pouvoir illimité, un virus très contagieux, selon vous, Véronique Tadjo, qui avait donc coécrit ce texte, ce manifeste. Qu'est-ce qui fait, et je m'adresse là à l'écrivaine qui justement scrute les réactions des hommes, des femmes, qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'on s'accroche au pouvoir ? Eh bien, je pense que c'est surtout dû au fait qu'il n'y a pas d'alternance de pouvoir et il n'y a pas de confiance entre les différents camps. C'est-à-dire que quand un camp je veux dire, allié à un président particulier, doit s'en aller, quand son temps est arrivé de partir, il y a la peur qu'il va y avoir des remontrances, que les partisans vont se retrouver dans un chaos total. Et donc c'est cet antagonisme violent et c'est ce manque de confiance totale en la nation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de nation. Il y a des camps qui se détestent, qui s'allient, mais qui ensuite se trahissent. Et donc ça crée vraiment une ambiance qui est très négative pour l'avenir et pour les jeunes et pour la possibilité de changement. Et on en revient justement à cette question de la culture démocratique, justement dans ces pays d'Afrique francophone. Ousmane Dia, il y avait eu beaucoup d'espoir, justement, après la chute du mur de Berlin, avec les conférences nationales des années 90, des processus démocratiques amorcés avec un relatif succès, justement, dans ces pays d'Afrique francophone. Est-ce qu'aujourd'hui, et vous l'avez déjà un peu dit, il y a un recul ? Oui, il y a un recul et paradoxalement, ça faut le souligner. C'est-à-dire ceux qui ont porté cette sorte de printemps que vous décrivez, c'est-à-dire les conférences nationales qui ont abouti au verrouillage, aux limitations des mandats à 2. C'est-à-dire c'est ceux qui ont porté ces luttes-là qui aujourd'hui, qui se retrouvent au pouvoir, défont ces processus. Et c'est assez paradoxal et ça repose la question centrale que Gilles Yaby disait au tout début, c'est la question de la pratique politique. Parce que vous prenez tous ces opposants, ils ont régné sur leur parti avec beaucoup de problèmes de démocratie interne, ils n'ont pas lâché la main, ils ont dirigé leur parti sur 30 ans, 20 ans, sans aucune possibilité de l'alternance, en verrouillant le leadership du parti. Mais pourquoi voulez-vous, quand ils accèdent au pouvoir, tout d'un coup, ils deviennent des démocrates qui sont partisans du système démocratique ouvert, alors que leur pratique politique démontre tout le contraire?
Gilles Yaby, vous êtes d'accord avec cette analyse d'Ousmane Diaye? Oui, tout à fait. On revient à la pratique politique. Mais je voudrais souligner peut-être rapidement trois choses. La première, c'est la diversité des situations politiques. Je crois qu'il est important de ne pas généraliser et de savoir aussi qu'il y a des pays africains dans toutes les régions du continent où la culture de l'alternance politique a fini par s'installer. Au Cap-Vert, au Ghana, en Afrique de l'Ouest, on a régulièrement des élections, et au Nigeria, qui a énormément de problèmes sécuritaires et politiques, on a quand même aussi une culture d'alternance qui est bien installée. Je vous coupe, Gilles Yaby, je vous coupe un instant. Est-ce que vous voulez dire que justement dans ces pays d'Afrique anglophone, la culture démocratique est mieux installée? Et pour quelle raison? À mon avis, il faut nuancer, parce qu'on a aussi aujourd'hui des reculs dans un pays comme la Tanzanie, qui a longtemps été un des modèles démocratiques, qui est en Afrique anglophone. On a l'Ouganda avec Museveni qui est au pouvoir depuis très longtemps. On a eu le Zimbabwe pendant longtemps, et en réalité, même après Mugabe, on n'est pas dans un changement démocratique. Donc je crois qu'on ne peut pas réduire les différences, disons, à l'aspect francophone versus anglophone. Mais il me semble que les pays anglophones, pour la plupart, ont au moins installé une culture de contre-pouvoir, notamment de contre-pouvoir judiciaire. Et que en Afrique francophone, on a quand même l'héritage de la culture politique française qui, elle aussi, reste assez monarchique. Et je crois que beaucoup d'acteurs politiques français le disent, qu'il y en a encore des aspects de monarchie dans la Constitution française. Mais je voudrais revenir juste sur un point qui me semble très important. C'est que, à mon avis, on perdrait beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi est-ce que les chefs d'État veulent rester au pouvoir. En Europe, en Asie, dans toutes les parties du monde, on a des hommes forts qui ont envie de rester au pouvoir. Le problème, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Enfin, le problème pour eux, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Le problème pour nous, en Afrique francophone, c'est qu'ils réussissent, pour beaucoup en tout cas, à faire passer cette envie de rester au pouvoir. Et je crois qu'il faut s'interroger sur le rôle de la culture politique de l'entourage, y compris dans le camp de ces chefs d'État, que personne ne puisse dire non, Monsieur le Président, vous êtes engagé, et surtout il y a une constitution qui dit 2 mandats, ben vous devez respecter cela. Je crois qu'il faut aller au-delà de la psychologie des chefs d'État pour s'interroger à nouveau sur la culture politique dominante et sur la concentration des pouvoirs qui crée une forme d'obligation de rester pour se protéger parce que ces pouvoirs sont abusifs. On retourne à Londres avec Véronique Tadjo. Véronique Tadjo, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le souci, justement, c'est ce problème de séparation des pouvoirs aussi, peut-être aussi de formation à cette culture démocratique? Écoutez, il y a 2 choses. C'est une question de vision du monde. Parce que vous voyez que ceux qui sont nos dirigeants sont des gens qui ont, on va dire, qui ont qui ont été dans des universités, qui ont voyagé. Ce sont donc, on peut les classer dans les intellectuels, si vous voulez. Et parfois, ils ont même été dans l'opposition. Donc, ils auraient normalement pu avoir une autre vision du monde et comprendre que cette démocratie, nous sommes de jeunes démocraties, cette démocratie, on doit la bâtir. Et on la bâtit avec l'alternance, avec un pouvoir dans lequel on peut avoir confiance. Malheureusement, à cause des différents abus, personne n'a confiance au gouvernement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un peu, on va dire, une débandade, dans le sens que la jeunesse ne se retrouve plus. Et je suis contente de voir que les jeunes ont commencé à faire entendre leur voix. Et on a par exemple un hashtag Ma Transition au Mali. On a au Sénégal les blogueurs qui sont extrêmement actifs. Et je pense qu'il faut que les jeunes s'emparent de ce problème-là et définissent leur avenir et apprennent aussi à agir. C'est-à-dire à Véronique Tadjo, je vous interromps. D'une manière ou d'une autre. Parce que oui, je vous interromps parce qu'il y a quand même cette question aussi de la répression, de l'espace laissé à ces jeunes dont vous parlez pour pouvoir exprimer leur voix. Il y a aussi un grand désespoir, en même temps aussi qu'une grande mobilisation. Mais peuvent-ils réellement aujourd'hui changer les choses ?
Je pense qu'ils le peuvent. Je pense sincèrement qu'ils le peuvent parce que pour le moment, l'ancienne génération a montré ses limites. Et donc, c'est vraiment... Je suis positive à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un espoir, pas forcément... pas dans la violence, pas dans des mouvements de rue qui tournent mal parce que bien souvent ils sont infiltrés, puisque c'est très facile d'infiltrer une manifestation et de faire et de casser pour pouvoir voilà, empêcher les gens de s'exprimer. Mais il y a plein d'autres voies et à ce niveau-là, je trouve que justement la jeunesse est très créative. Et quand je regarde, je ne vois plus vers où nous pouvons nous tourner, si ce n'est vers cette jeunesse qui a une conscience de plus en plus grande des enjeux de l'avenir. Je me tourne vers vous, Ousmane Diaye. La jeunesse, est-ce que ça peut être justement un espoir? Est-ce que cette jeunesse peut porter cette volonté démocratique? Alors, Véronique Tadjo l'évoquait, il y a toute cette question des réseaux sociaux, les idées s'échangent, fusent. Internet a tout changé aussi. De toute façon, tous les basculements démocratiques qu'on a notés en Afrique francophone ces dernières années, le point de départ, c'était la jeunesse tunisienne, la jeunesse burkinabé avec le ballet citoyen, la jeunesse sénégalaise. Oui, mais je vous interromps, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la jeunesse, mais que ça n'aboutit pas. Ou alors est-ce qu'il faut regarder ça sur le temps? C'est un processus sur le temps long. Et l'objectif de ce processus, d'ailleurs, beaucoup de mouvements citoyens ne s'en cachent pas, et je pense que c'est deux objectifs primordiaux et deux objectifs importants si on veut changer la donne, ne serait-ce qu'à court terme. Il y a deux objectifs qui me paraissent importants et qui sont à portée de cette jeunesse, c'est-à-dire avoir des institutions indépendantes. Les cours constitutionnels, les organes d'arbitrage ne sont pas indépendants. Et le jour où on arrivera à ce que ces organisations peuvent jouer leur rôle de dire « Ok, la Constitution ne peut pas être modifiée », on fera un pas en avant. L'autre chose qui est très importante, c'est les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs ont été totalement dévitalisés, ont été totalement noyautés par les pouvoirs, par exemple de la presse, et préemptés. La presse, par exemple, qui est dans un état très difficile. La société civile. Il faut remarquer que c'est les pays où les sociétés civiles sont le plus fragiles qui sont le plus en difficulté. Vous prenez le Mali, il est plus en difficulté que le Sénégal et le Burkina. Pourquoi? Parce que là, le Sénégal, malgré tout ce qu'on peut dire, a une tradition d'une société civile forte, organisée, qui peut organiser des ripostes. Je me tourne vers vous, Gilles Yaby, avant de conclure très rapidement. Est-ce qu'il est possible, aujourd'hui, selon vous, de changer les institutions? Parce qu'on entend des « il faudrait que », mais comment concrètement on peut les changer? Et je vous demande une réponse assez rapide, s'il vous plaît. Oui, réponse rapide, c'est ce que nous essayons de faire au niveau du think tank que j'anime, Wati, parce que la mobilisation des jeunes, elle est fondamentale, elle est importante. Elle peut aboutir, on l'a vu au Burkina Faso et même au Sénégal, à des changements de président, mais ça ne change pas nécessairement la gouvernance politique. Je crois qu'il faut des réformes institutionnelles. Nous avons déjà mis un certain nombre d'idées. Il reste maintenant à continuer à se battre pour les inscrire réellement dans la réalité et mobiliser autour de ces idées. Il faut réformer profondément les pratiques politiques. Je crois que cela est certain. Le message est bien entendu. Merci Gilles Yaby d'avoir été avec nous. Merci Véronique Tadjo également depuis Londres. Et merci à vous Ousmane Diaye de nous avoir rejoints sur ce plateau.